Tiers livre, atelier d'été 2019, pousser la langue, première proposition. Je sais pas où ça va, mais c'est parti. Quand même la trouille, parce que vous avez répondu avec une générosité. On n'est plus un tout petit cercle, on va travailler ensemble en large communauté, ça veut dire que tout ce qui va s'élaborer, ça partira de vous à vous et entre vous, mais juste avoir un petit rôle d'impulsion, et puis je vous dis de rétroviseur pour ceux qui veulent que je fasse un petit retour sur leur mail. Mais évidemment, nous, on n'est pas dans une... Vous savez, ces illusions avant, on appelait ça les MOOC. Il fallait que ce soit de la masse. Non, mais alors le problème, c'est on fait quoi quand on est plein à s'interroger là-dessus. Je crois que tout ça, ça tient à cet atelier de l'été dernier. C'est 45 propositions sur la ville, et comme ça, on s'est régalé avec ce truc que si on prend les choses très précisément, on a un petit territoire. Ce petit territoire est un très faible seuil pour investir. C'est lui qui appelle à ce moment-là le matériau que vous amenez. Ça vous traverse, mais on n'est plus dans des questions d'inspiration, on n'est plus dans des questions de vouloir démontrer. On s'accueille, on discute, on échange. Ça, c'était pour moi le thème de départ. Ne pas travailler sur une thématique, mais on fait le pari du contraire. On va travailler sur la langue elle-même. Essayer de pousser la langue, ça veut dire la traiter comme matière. Cette matière, la pétrir, lui extorquer ce qu'elle peut donner, la concentrer, la densifier, la faire marcher de façon univoque sur un fonctionnement particulier. Et puis si on fait ça 15 fois, sur 15 semaines, le pari, c'est qu'au bout de 3-4 semaines, pour chacune, eh bien, on va voir émerger les thèmes. C'est-à-dire que cet appel par la langue elle-même, bien évidemment, il va traverser des territoires, des figures, des personnages. Qu'est-ce que ça nous amène à ce moment-là comme potentialité de sujet, si on veut? Mais en tout cas, une cohérence narrative, une cohérence d'histoire qui surgissent rétrospectivement. C'est par la voix, c'est par la musique qu'on va fabriquer des appels à fiction. Et que ces appels à fiction vont faire, j'en fais le pari, émerger ce qui pour vous compte et est important. Mais pour l'instant, début de l'atelier, au moins 4 séances, on pétrit. Atelier boulangerie, vous êtes d'accord ? D'accord ou pas, de toute façon, c'est parti. J'insiste pas sur tout ce qu'on s'est dit 1000 fois. Moi, ça va être toutes les semaines, la proposition. Répondre aux mails, là encore, je vais avoir du taf, mais je l'assume. Ce sera progressif, à mesure. Je ne vais pas en faire 20 par jour. Mais l'idée, c'est que vous entriez dans cet atelier à votre rythme, à votre gré. Vous pouvez laisser passer 3 semaines et puis faire les 3 le même soir si vous vous sentez l'allant pour ça. Vous êtes libre d'organiser votre page, libre d'y mettre des contenus avec des photos, des vidéos, d'installer des lectures à voix haute. Là, on a l'outil pour que tout soit possible. Et c'est comme ça aussi qu'on va déranger le collectif. C'est quoi le miracle de l'atelier d'écriture ? C'est que si vous multipliez, même par 10, 20, 30, des possibles sur là où vous-même vous êtes saisi d'un petit coin du possible, eh bien, c'est tous les autres possibles, tout ce que vous n'avez pas choisi, mais tout ce qui pourrait évoquer d'autres rouages, aspirer d'autres bribes de texte qui résonnent dans ce que proposent les autres. Et c'est en ce sens-là que le web, ça va complètement. On n'est pas dans une expérience verticale. Alors aujourd'hui, point de départ, il y a longtemps que j'en rêve. Alors, point de départ pour les Balzaciens invétérés, c'est que tous les romans de Balzac, on commence avec un champ visuel à peu près ordinaire, à 1,52 m, le pauvre qui avait plus de dents, s'il lui en restait 3, et puis qui mettait toujours sa main devant pour rire. Quand Breton dit qu'il commence ses livres en nous envoyant ses cartes postales, ça veut dire qu'on déplace ce narrateur avec un champ visuel comme ça, et qu'on l'emmène dans un lieu avec Miracle de Balzac. Au bout d'un petit moment, on s'aperçoit que dans ces lieux, il y a des personnages sur les fauteuils, il y a des gens qui attendent, il y a une vieille domestique qui entre, un roulement de fiacre qui se pointe sur les pavés de la cour, et puis ça y est, on a glissé dans la partie romanesque. Mais on est à l'horizontale, j'en ai parlé plein de fois. Prenez les illuminations de Rimbaud. Vous êtes au soleil couchant,
à l'horizon la ville et la découpe des toits. Et puis il se penche et dans une espèce de flaque, des petites ombres qui pourraient être comme des petits poissons. Tout d'un coup, avec Rimbaud, le champ focal plus large que le champ visuel humain, puisque c'est la ligne d'horizon et le profil de la ville. Immédiatement, dans le même paragraphe, on a une vue plongée et puis le sol apparaît. Alors, cette question du sol, est-ce que littérairement, elle a déjà été traitée ? Justement, ça m'a mis le poil à gratter récemment. Je travaille beaucoup sur Wilhelm Flusser en ce moment. Et vous savez, ce livre qui est divisé en 20 chapitres, et chaque début de chapitre, c'est dans la table de matière, c'est nous. Notre sol, notre ciel, notre programme, notre travail, notre savoir, notre santé, notre rythme, nos images, notre crispation, notre divertissement, notre attente, notre crainte, nos relations, notre retour. Et ça, l'an prochain, moi, je vais continuer de l'explorer en atelier. Alors à partir de là, vous interrogez par exemple sur À la recherche du temps perdu. Eh bien oui, au début du temps retrouvé, traversant la cour de Guermantes, il y a ce choc du pied sur le pavé. Et donc le sol intervient comme élément de la bascule et de la génération narrative. Alors il doit y avoir plein d'autres exemples. Je pense qu'aussi avec ce blog WordPress, on va pouvoir faire ça. C'est-à-dire que chacun amène ses lectures, ses souvenirs. Mais est-ce qu'on a fait ce boulot suffisamment sur les sols ? Prenez Espèce d'espace de Georges Perec. Vous savez que les manques ou les points non traités, les zones blanches de Perec, quand on a pris sa phrase « on ne parle pas assez des escaliers », on est parti d'un blanc ou d'un silence de Perec pour amener notre matière. Eh bien, je voudrais qu'on parte un petit peu de la même façon sur « et si tout d'un coup ». Alors est-ce qu'on est en plongée comme Rimbaud et qu'on regarde le sol ? Eh bien là, on est simplement dans le petit bonhomme de Balzac, le petit narrateur de Balzac, qui se penche à 90 degrés et qui regarde. J'y crois pas tellement. Par contre, prenez par exemple le cinéma de Ozu. Il prend la caméra, il la promène à la japonaise à 40 cm du sol, parce que ça correspond à... Bon, on mange avec des tables très basses, on dort sur des futons à même le sol, donc le rapport au sol est différent. Donc la caméra d'Ozu, quand elle filme la ville, le monde, les personnages de tout près du sol, on est dans quelque chose de totalement essentiel. On a ça aussi souvent dans la littérature jeunesse. Comment apprendre à travailler avec la hauteur où se situe le regard du narrateur. Alors là, tout d'un coup, pour moi, peut-être les sols, ça va être différent. C'est-à-dire de se remémorer autobiographiquement, de se remémorer de ces sols depuis l'enfance. Évidemment, c'est les pièces où on a vécu, une chambre, une cuisine, une suite de chambres, un salon, toutes ces choses qui ont fabriqué l'enfance, mais aussi les ruptures, l'éclosion, les départs, sol de la route quand vous êtes à faire de l'autostop, sol d'une gare quand vous prenez le train. Je ne veux pas donner trop d'exemples, c'est à vous. Mais le problème, c'est pas d'aller dire carrelage, non, ça peut être très bien. Je ne dis pas les noms, vous reconnaîtrez vous-même, mais quelqu'un parmi notre communauté écrit un livre qui s'appelle Carrelage au pluriel. Alors, est-ce que j'ai le droit de dire qu'on s'invite un petit peu chez elle ? Est-ce que j'ai le droit de dire qu'on le fait très discrètement ? Ouais, mais je crois que c'est important. C'est-à-dire que prendre des idées chez les uns, chez les autres, qu'est-ce que ça dérange ? Et si ça nous dérange, nous, eh bien, y aller avec ça, avec l'écriture, essayez de la retrouver, celle qui parle de carrelage. Ça y est, on commence à y être dans le truc. Alors, repensons au petit bonhomme de Balzac qui se penche en avant, et puis au narrateur de Proust qui se déplace verticalement, mais qui se prend le pied dans le pavé, et c'est pas rien. Mais est-ce qu'on peut travailler aussi sur ce que voit le sol ? Ça, on est peut-être habitué aussi par le cinéma, par les reflets, par la scénographie, par la mise en place. Si c'est vous qui êtes dicté par le sol, si vous prenez 5 ou 6 sols qui ont été ceux de vos étapes de vie, un appartement, et c'est le premier soir, quand on le visite, quand on y aménage, quand c'est tout vide, bien là, tout d'un coup, le sol, avec ses marques, avec son usure,
ou le travail qu'on fait pour aller poncer, arracher, vitrifier, ce que je sais. Comment le sol vous décrit-vous? Est-ce qu'un sol peut attraper la totalité de ceux qui l'ont arpenté, traversé? C'est des questions. Alors, on va dire, le mec, il se foule pas, hein, il nous dit, tiens, voilà une idée, écris donc là-dessus. Non, ce que je voudrais, c'est qu'on travaille des formes. Alors, justement, là, sur ce truc-là, j'ai rien trouvé. Et si vous m'amenez des choses contraires, waouh, comment je vous en remercierai. Je triche un petit peu. Il y a un truc extraordinaire dans un des livres de Castaneda sur le rapport à une perception du sol jusqu'à ce qu'il puisse se déformer, comme dans les perceptions oniriques, un sol puisse être déformé. Et qu'à partir de cet appui, c'est ça, les danseurs, ils savent ça, l'appui sur le sol, comment on se tient au sol, l'énergie qu'on prend du sol. Dans Castaneda, ça va jusqu'à la courbure. Quand la perception devient courbe et unifie l'espace à partir du sol, pensez à la chambre de Van Gogh à Arles. Quelle extraordinaire cette peinture. À cause de quoi? Parce que le sol est là. Les peintres, ils le savent. Mais à partir du moment où il y a cette courbure, quelque chose de fort, ça va vous traverser, vous rêverez autrement. Moi, je ne veux pas vous emmener là pour l'instant, mais on est déjà sur ce terrain. Par contre, c'est Claude Simon qui s'est mis à me rehanter. Alors bon, histoire encore son Claude Simon, bon, ça peut faire. De toute façon, on retraversera chaque fois, un ou plusieurs auteurs, l'Acacia. Ça vous dit quelque chose? Vous savez, le truc biographique. On est en 1938, vous savez, c'est cette espèce de fausse guerre dont Sartre parle dans le Sursis. Et donc, il y a la mobilisation de tous ces gamins de 20 ans. Le jeune Claude Simon, il est à Sals, à la frontière de l'Espagne, maintenant sous la botte du franquisme. Et puis, il est mobilisé dans une caserne qui est vers Metz, là-bas. Et par contre, c'est exactement un quart de siècle, 25 ans après, que son père a été mobilisé en 1913 depuis la même gare de Perpignan jusqu'à cette même gare de Metz. Le train va traverser la France en cahotant dans un compartiment avec les bruits, les éclairages, les arrêts qui durent, on ne sait pas pourquoi, les variations de lumière, les bruits de voix, les gens qui entrent, quand vous pouvez vous allonger, quand il faut se remettre assis. Et c'est ce trajet nocturne. Alors, le paradoxe, c'est qu'on n'a pas de sol. Par contre, le personnage est soit assis, soit couché. Donc, globalement, il y a cette même distorsion de l'espace, mais ce qui me frappait, voilà, c'est ça. Le train s'arrêtait à toutes les gares, même aux plus simples haltes, et on pouvait entendre de nouveau le halètement régulier de la locomotive lâchant à intervalles ses jets de vapeur dans le silence seulement troublé par le grelottement d'une sonnette, le chuintement du vent dans quelques pins le long du quai ensoleillé, des quais même pas cimentés, des gares pas plus grandes que des maisonnettes avec seulement une horloge à double face, deux bancs à jardiner où se tenaient de petites foules, quelquefois seulement un ou deux groupes, toujours comme vaguement endimanchés, aurait-on dit, les immémoriales vieilles vêtues de noir, maintenant entourées d'hommes simplement en manches de chemise et de femmes en sarrau qui regardaient hoqueter, s'entrechoquer, s'ébranler de nouveau la suite ferraillante des vieux wagons restant là, debout sur le quai, serrés les uns contre les autres, comme s'ils ne pouvaient pas se résigner à s'en aller, bien après que le flanc écaillé du dernier wagon se fut brusquement effacé, continuant silencieusement à suivre le train des yeux tandis qu'il s'éloignait, les visages craquelés, empreints de cette même expression de consternation, d'incrédulité, de désespoir, puis même plus des visages, des taches, puis même plus des taches, des points, puis même plus des points, rien qu'un indistinct et sombre agrégat sur le quai de la gare miniature perdue au milieu de l'océan des vignes, dans l'éblouissante lumière d'août aspirée en arrière, s'éloignant, rapetissant encore, puis à son tour, comme un peu plus tôt, la verrière béante, la fille en rouge hurlant, les dernières maisons de la ville disparaissant. Eh bien, c'est une seule phrase. C'est une phrase, vous voyez, qui fait une moitié de cette page et la bonne moitié de la page suivante.
Quand on est un tout petit peu plus loin, c'est un petit peu différent. On a toujours des phrases, par exemple, à présent il était étendu de tout son long dans le noir, peut-être le système d'éclairage n'était-il pas encore raccordé, peut-être était-il en panne, ou peut-être avait-il été délibérément coupé, quoique les premières classes furent en principe réservées aux officiers, mais l'autre réserviste, etc., etc. Et la phrase va, elle fait toute la page suivante. 2 pages, 3 pages, 4 pages, et 5 pages, 6 pages, 7 pages, 8 pages. Ben voilà, on a la démonstration. D'autres endroits, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu plus bref. Les phrases font que 5 lignes, 6 lignes, 8 lignes. Mais globalement, ça ne change pas. Alors là, immédiatement, le temps ensuite que je récupère de ma petite vidéo, je vais aller vous scanner ce passage. Vous vous souvenez du mode d'emploi. Avec votre abonnement, je vous ai mis une petite adresse réservée sur le site. Vous la gardez pour vous. Ce n'est pas des documents partageables. On est dans le fair use pédagogique parce que j'espère bien que oui, Claude Simon, ça mérite d'être lu autrement que par un extrait. Cette adresse, je la réitère dans chacune des lettres d'info informant des propositions. Vous allez là, il y a un petit onglet Atelier d'écriture, fiche imprimable, et vous trouverez l'extrait. Le principe que je souhaite. Là, par contre, vous avez le choix. Ce qui importe, c'est ces sols. Imaginez que vous souhaitiez reparcourir, pourquoi pas même votre propre biographie, tout du long, avec la suite de ces sols. 2, 3, 4, 5, 6, des sols très anciens, puis un sol de maintenant, puis un sol de voyage. Et ces choses-là vont s'enchaîner, et là, prenez le truc de Claude Simon. La phrase ne s'interrompt pas. C'est une phrase. Elle a des parenthèses, elle a des tirets, elle a des virgules, mais elle ne cesse pas. Parce que si vous cessez, c'est la suite entière de ces sols qui va disparaître. Il y a un moyen de se l'accommoder, parce que c'est aussi ce que fait Claude Simon un petit peu plus loin. C'est des phrases qui sont... C'est-à-dire chaque sol va épuiser sa phrase. Par contre, on n'est pas dans des phrases courtes. On est vraiment dans une sensation d'épuiser la matière biographique, lumineuse, tactile, ce qui s'est passé, les tâches, les accidents, ce qui s'est arrivé de vous-même. C'était un soir de cuite, on a dégobillé dans le coin. Oh, qu'est-ce que je raconte? Mais là, peut-être le texte, ça va être 5 phrases, chacune qui va faire 6 lignes, 8 lignes. Alors pas de panique, hein, on commence doucement, on y va. Vous savez qu'avec ce blog, l'avantage, c'est que vous pouvez toujours revenir à un texte, réinsuffler de la matière à l'intérieur. Mais là, chacune de ces phrases sol, il y aura un point et puis une autre. Par contre, je voudrais vraiment qu'on travaille dans l'idée du bloc. Et ça, je ne laisserai pas passer. Il faut vraiment qu'on s'habitue à cette espèce de charroi de matière. Donc pendant 3 semaines, là, on va être dans cette idée du charroi. C'est beau le mot charroi, non? C-H-A-2-R-O-I. On n'en fait plus des mots comme ça, nous, avec nos frères. Bon, j'ai décidé que je serais bref dans ces vidéos. De toute façon, je n'arriverai pas à l'être. La question du sol, j'ai essayé de m'en justifier, je me résume. On a longtemps été dans cette tradition de l'équivalence de la prose et de ce qu'on voit, et donc hauteur d'œil, champ visuel humain, et puis il y a des ruptures. Rimbaud crée des ruptures, on les voit aussi dans Lautréamont. Prenez le combat du cheveu dans Lautréamont. On voit cette espèce de soupirail, il ouvre sur une espèce de cave, et dans cette cave, un cheveu qui se... Vous connaissez ce passage, il est suffisamment célèbre. Là, on est dans cette espèce de distorsion, c'est la distorsion de l'espace. Mais pensez que quand c'est le sol, c'est aussi ce que voit le sol. Mais c'est aussi comment vous, dans votre mémoire, comment la mémoire réorganise cette distorsion de l'espace. Comme dans les rêves de Castaneda, comme dans la chambre de Van Gogh, et puis Van Rohr, faudrait dire. Et puis comment, reprenez Edvard Munch aussi, ces façons d'entrer dans une chambre, parce que la chambre se creuse, et vous qui regardez êtes aspiré dans cette multidimension, mais précisément, c'est le sol, c'est là où on rampe. Quand on rampe, on a peur, on s'enfuit. Eh bien, ce que je voudrais, c'est que vous alliez ramper. Ça, je n'avais pas prévu de dire ça. En même temps, quand je dis que le sol vous voit, de quoi le sol se souvient de cette période, de ce passage? Je vous assure qu'on est dans quelque chose qui est un petit peu neuf. Mais par contre,
Alors, il y a une chose dont je n'ai pas parlé. Rappelez-vous, l'été dernier, sur la ville. Le sol de la ville est en permanence une écriture. On sait que les murs, les verticales de la ville, avec la publicité, avec les journaux, avec les affiches, tout ce qui clignote, tout ce qui informe, il y a des informations partout, mais peut-être c'est plus encore aux USA que chez nous, mais des inscriptions au sol quand vous traversez, pour ce qui est des travaux, il est en permanence écriture. Donc le sol est devenu, dans l'espace public plus que l'espace privé, un élément de langage pour la communauté à égalité des autres. Donc ça fait partie aussi de ces petite notion que je voudrais qu'on... Est-ce que c'est suffisant ? Je sais que pour la première fois, il va y avoir peut-être de la timidité à casser le rideau. Bon, on y va tranquille. Et je vous dis dans cette idée que au fur et à mesure, vous pouvez toujours retravailler, réinsuffler. Par contre, je vous en conjure, essayons de marcher ensemble formellement du même pas. C'est-à-dire que l'idée de Claude Simon, avec cette phrase qui fait 5-6 pages, que vous allez trouver dans les fragments, c'est que cette suite des sols que vous allez explorer, un texte d'une seule phrase peut les passer et glisser d'un à l'autre. Et ça, qu'est-ce que j'en serais curieux ? Parce que précisément, on coupe avec cette équivalence narration, personnage, locuteur. Et ça, là, on est dans un truc fort. À partir de là, moi, ça me suffit pour aujourd'hui. La question est celle du sol. La question est celle d'entrer dans sa mémoire en traversant cette équivalence des âges, des lieux, et en faisant travailler cette équivalence âge au pluriel, lieu au pluriel, par ce qu'il y a par terre. L'amour par terre, c'est pas le titre d'un film, ça, à un moment. Et puis, cette continuité, ce charroi de la phrase. Est-ce que si on est dans des éléments de 5-6 lignes par sol et que ces sols sont disjoints, une suite de phrases de 6 lignes, un point et on change de sol. Mais si c'est plus bref, il faut que tout soit dans le même texte et que ça ne s'arrête pas pour glisser de l'un à l'autre. Je préfère qu'on s'en tienne là. On attaque par le sol, par comment vous allez inventer de parler des sols. Là où nos bibliothèques, là je vois Thomas Bernhard, qu'est-ce que je révère Thomas Bernhard, mais je sais pas, j'imagine pas, je révère Edgar Poe là-haut, mais chez Baudelaire, il y a peut-être des choses différentes sur les planchers. Bon, je crois que vous avez le territoire, vous avez le feeling, ben on y va. On ouvre l'atelier en partant du sol, en se mettant par terre, et on va se redresser. Pour les curieux, donc Wilhelm Flusser, il y a Choses et non-choses, par exemple, où il parle des lits. Vous avez ce livre qui s'appelle Choses et non-choses, où il y a un extraordinaire chapitre sur le lit. Je pense qu'on va être un petit peu dans cette approche aussi, et là c'est ce chapitre d'ouverture là, de ce recueil qui s'appelle Post-Histoire, là, qui s'appelle Notre sol. Bon, Claude Simon, mais justement en se disant, pourquoi Claude Simon, l'homme droit, l'homme à cheval, une espèce de personnage de guerrier, mais aussi celui qui écrit assis, celui qui photographie les ciels, les arbres, eh ben non, il n'y a pas forcément de sol, mais on reprend sa technique, on reprend ça pour entrer et pour faire les nôtres de sol. On s'en tient là, parce que la prochaine arrivera vite. Et sur 3 ou 4, au départ, comme il y en a 15, il n'y a pas de problème. On a du temps devant nous. C'est au début, organiser cette matière, et on se concentre sur la matière. C'est la matière qui fait venir les images, la façon de les traiter. Et parce que c'est ça, il y a forcément une bascule. Depuis 25 ans, moi, c'est ça qui me plaît dans les ateliers, où ce qu'on a amassé, parce qu'on était dans la forme, dans l'arbitraire de comment on fait récit, eh bien, quelque chose s'installe qui est une thématique et qui définit le texte. Et là, normalement, on devrait en profiter d'une semaine sur l'autre. Et justement, parce que le changement d'échelle fait que moi, toutes ces énergies, juste avoir à les attraper, les capter, les reconcentrer, on devrait y arriver. Vous savez quoi ?
notre affaire là, c'est parti.